Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. L'une des plus grandes entreprises de télécommunications chinoises s'est vue interdire l'achat de composants américains. Selon son responsable, cette décision menace la survie de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'origine de cette affaire et ses implications avec nos invités. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage avec notre journaliste Zhao Ye pour en savoir plus. Le département du commerce des États-Unis a annoncé le 16 avril l'interdiction de vendre des composants, des marchandises, des logiciels et des techniques aux Chinois ZTE pour une durée de 7 ans. Je pense qu'au départ, ZTE a commis une grave erreur. Les États-Unis ont décrété un embargo sur l'Iran et ZTE ne l'a pas respecté et a vendu à l'Iran des composants fabriqués aux États-Unis. Mais concernant les faits survenus avant mars 2017, cette affaire devrait déjà être réglée. Le groupe ZTE est parvenu à un accord avec le département américain du commerce et la compagnie a pris une série de mesures afin de corriger certaines méthodes employées dans le passé. Je pense que pour toute la période, après mars 2017, il n'y avait aucune intention de la part de ZTE de tromper le département américain du commerce. Pourtant, ce dernier a publié un rapport de 16-17 pages dans lequel il confond à plusieurs reprises la période antérieure à mars 2017 et la période postérieure à cette date, affirmant notamment que ZTE n'avait cessé de mentir et de tromper le gouvernement américain. Je pense que ce n'est pas correct. On sent qu'il y a une volonté délibérée d'utiliser cette affaire pour faire pression sur la Chine et pour démarrer une guerre commerciale. Gao Feng, le porte-parole du ministère du Commerce chinois, déclarait le 19 avril « La Chine suivra de très près le développement de cette affaire et se tient prête à prendre des mesures afin de protéger les intérêts des entreprises chinoises. La conduite des États-Unis a suscité une inquiétude générale concernant l'environnement commercial et le climat d'investissement des États-Unis. En apparence, cela ne s'attaque qu'à la Chine, mais ce sont les États-Unis eux-mêmes qui seront finalement touchés. Ils perdront des emplois, les entreprises liées à cette interdiction seront touchées, et pire encore, la stabilité de son environnement commercial et de son climat d'investissement sera remise en cause par la communauté internationale. » ZTE a donné une conférence de presse le 20 avril dans laquelle le PDG de l'entreprise, Yin Yimin, s'est exprimé sur la décision prise par le département du commerce des États-Unis. Il a affirmé que ZTE rejetait fermement cette sanction jugée injuste et abusive et s'opposait à la politisation des conflits commerciaux. Nous sommes en pleine réflexion, nous allons poursuivre notre développement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'économie chinoise continue de se développer sainement, nous avons ici un énorme marché intérieur, nous sommes prêts à relever le défi. ZTE étant une entreprise mondiale, elle s'oppose aux pays utilisant l'unilatéralisme pour détruire la chaîne de l'industrie mondiale. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et M. Mebarek Boukapa, vous êtes président d'honneur de l'Union nationale des scientifiques et technologues algériens. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, M. Ding, je voudrais savoir quel est votre regard sur l'origine de cette affaire de ZTE. En fait, l'origine est très compliquée, en fait. La ZTE a été sanctionnée par le gouvernement américain pour des tas de raisons, mais dernièrement, la raison pour laquelle le gouvernement veut encore sanctionner la ZTE ne tient pas vraiment debout. Parce qu'il remonte à un procès précédent, disant que parce que vous avez commis un tel ou tel méfait, vous devez punir un certain nombre de vos employés et vous n'avez pas fait. Et c'est discutable, etc. Donc pour cela, je vais vous punir à nouveau. Je vais interdire la vente des entreprises américaines à la ZTE, etc. Ce qui causerait un véritable problème de survie de la ZTE, parce que la ZTE dépend de la provision d'un certain nombre de puces pour leurs produits. Donc c'est un véritable problème de survie pour la ZTE. On pense que le gouvernement américain a fait ça exprès
Parce que tout dernièrement, il y a des documents officiels, il y a même le discours de Ban Non, l'ancien stratégiste du président Trump à la Maison-Blanche, etc., qui démontre que les Américains ou les élites politiques américaines ont très peur du développement de la technologie de la télécommunication de 5e génération, alors que la ZTE serait l'un des pionniers dans le domaine du développement de la technologie de 5e génération. Donc, ce n'est pas un hasard si le gouvernement américain de choisir la ZTE comme cible de punition. Et quel est votre avis Mon point de vue, c'est que d'abord, les relations commerciales et technologiques entre la Chine et les États-Unis sont tellement importantes et tellement imbriquées qu'il est, de mon point de vue, impossible que les choses aillent plus loin. Ça ressemble beaucoup plus à une préparation de négociation. Vous savez, dans les techniques commerciales, quand on veut négocier avec quelqu'un, on veut être en position de force, on commence par élever les conditions à un certain niveau et ensuite on va négocier. Oui. Donc, et nous avons vu sur d'autres questions aussi politiques comment les États-Unis font monter les enchères très très haut et ensuite on va négocier. Donc de mon point de vue, ni la Chine ni les États-Unis n'iront au-delà de cette situation-là parce que les intérêts sont très très grands et il est quasiment il est suicidaire. Oui. Il est suicidaire pour l'un et pour l'autre. Si c'était que pour l'un, ça pourrait arriver, mais c'est pour l'un et pour l'autre. Donc, de mon point de vue, c'est une bourse d'enchères qui sont en train de monter pour aller vers des négociations avec de bonnes conditions. Ça, c'est mon point de vue. Parce que les implications seraient tellement graves et tellement importantes qu'aucun c'est l'équilibre de la terreur économique. Il y a l'équilibre de la terreur nucléaire, mais il y a aussi l'équilibre de la terreur nucléaire. C'est comme ça que je l'appelle. Il est pratiquement impossible pour moi d'imaginer aujourd'hui quelles seront les implications économiques d'un geste comme celui-là. Si ZTE ne peut pas vendre ses téléphones, c'est les sociétés américaines qui vont perdre beaucoup plus, parce que ZTE, vous savez, dans le domaine de l'innovation, les innovations sont toujours des accidents de l'histoire. L'innovation ne vient jamais par elle-même, elle vient parce qu'il y a des contraintes, qu'il y a des conditions qui obligent les gens à faire l'innovation, et par une rupture, parce que si cette interdiction va durer dans le temps, ZTE, soit elle va chercher des fournisseurs ailleurs, soit elle va développer elle-même ses techniques, et le moment où la crise serait passée, elle dira non merci, ça y est, j'explique. Au revoir. Oui, c'est ça. Donc de mon point de vue, c'est juste une préparation de négociations à haut niveau. Alors, donc, cela dit, est-ce que, M. Ding, vous êtes d'accord que cela pourrait entrer dans le cadre des récents conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis? Oui, apparemment, ça fait partie de la menace de guerre commerciale que l'administration Trump voulait engager avec la Chine. Mais je ne sais pas s'il pourrait aller très loin sur cette voie de guerre commerciale, parce que j'approuve complètement ce que monsieur a dit sur les conséquences, parce que c'est vraiment une décision suicidaire. Aujourd'hui, la Chine représente plus que la moitié du marché de puces. La Chine utilise à peu près 54% de la totalité de production de puces dans le monde. Alors, si par exemple, les producteurs américains qui vendent aux produits à la ZTE cessent de vendre ces produits, ils vont bientôt perdre ce marché. Eh bien, souvent, des entreprises américaines vendent plus d'un tiers de leurs produits, de leurs puces, rien qu'à la ZTE. Alors, s'ils cessent de vendre à la ZTE, elles auront des problèmes. Elles auraient des problèmes à la fois pour le maintien de parts de marché dans le monde, mais aussi elles auraient des problèmes avec leurs investisseurs, parce que ce sont des sociétés cotées à la bourse. Eh bien, si vous regardez à la bourse de New York, les actions de ces entreprises exposées au marché chinois commencent à chuter.
Donc ça va provoquer un chaos total au marché américain. Ce n'est dans l'intérêt de personne d'aller vers une guerre commerciale de ce genre. Moi, je pense que cette tension va engendrer des négociations et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, notre journaliste est également d'aller interroger M. Gong Jiong. Il est spécialiste en économie et il a aussi travaillé dans le domaine de la télécommunication aux États-Unis pendant de nombreuses années. Et nous l'avons déjà entendu dans notre premier reportage et nous allons maintenant écouter la suite de son commentaire avant de reprendre notre discussion. En plus, les sanctions sont très exagérées. Il est clair qu'il ne s'agit pas juste de punir une société chinoise, mais selon moi d'éradiquer tout simplement cette compagnie de la surface de la Terre. Ce n'est pas très difficile à faire parce que ZTE est déjà en période de probation. Elle a reçu une amende de plus de 300 millions, mais la date d'application n'a pas été précisée. C'est plutôt on vous donne un délai et on va juger selon la situation. Alors, pour les États-Unis, c'est très facile de produire un texte et ZTE se retrouve maintenant avec un fusil sur la tempe. ZTE se développe très bien aux États-Unis, sa contribution à l'économie américaine est remarquable. C'est une volonté délibérée de la part de la compagnie d'utiliser des composants américains. Quand cette affaire a éclaté, ZTE a adopté une attitude très ouverte envers le gouvernement américain. Par exemple, la compagnie a laissé des agents du FBI enquêter dans ses bureaux aux États-Unis. C'est une société très transparente. Malgré ses concessions, les États-Unis ont décidé de faire un exemple et de la pénaliser. Je pense qu'il est évident que tout cela a été entrepris parce que c'était facile à mettre en place. Cela ne demandait pas beaucoup d'efforts, cela pouvait se faire tout de suite. Vous pouvez lire attentivement le rapport écrit par Wilbur Ross. Je trouve que c'est un rapport avec une forte coloration émotionnelle. C'est un rapport très orienté, imprégné d'une rhétorique assez fallacieuse. En fait, dans le reportage, en fait, M. Gong Jiong a dit que maintenant il y a des représentants de commerce américains qui vont venir en Chine pour comme un geste de négociation. Oui. Voilà. Je ne le savais pas, mais c'était prévisible. Oui, voilà. Alors, pensez-vous que cette affaire a une sorte de sonnette d'alarme? Cette affaire pourrait représenter une sonnette d'alarme pour les autres entreprises. Parce qu'on a toujours cru au commerce international, à la liberté du commerce international. Eh bien, tout à coup, on a découvert que le gouvernement américain n'est pas crédible. Il veut détruire les règles du jeu du commerce international. Il est arbitraire, il veut décider unilatéralement un embargo commercial contre un partenaire commercial, et du coup, les entreprises, si ça continue, les entreprises américaines ne sont plus fiables. Dans l'avenir, les entreprises chinoises hésiteraient à acheter des produits américains. Parce que si les entreprises chinoises sont habituées à avoir l'approvisionnement par les entreprises américaines, et si un jour un autre gouvernement américain décide un autre embargo contre la vente vers les entreprises chinoises, eh bien les entreprises chinoises auraient des difficultés comme la ZTE aujourd'hui. Donc ce genre de geste ou ce genre de décision est subsidiaire à double titre. Premièrement, ça risque de créer des concurrents redoutables en Chine pour remplacer des entreprises américaines. Secondement, ça va aussi ruiner totalement la crédibilité et la fiabilité des entreprises américaines sur le marché international. Parce que dans l'avenir, non seulement la Chine, mais aussi d'autres pays, les entreprises d'autres pays, auraient à réfléchir lorsqu'ils veulent acheter des produits américains. Est-ce que mon approvisionnement sera durable, ne sera pas interrompu par une décision arbitraire du gouvernement américain? Donc
Je pense que la décision américaine est très dangereuse. Monsieur Ding, à mon avis, les États-Unis, c'est un pays d'institutions. Donc, je ne pense pas que le gouvernement puisse prendre tout seul des décisions d'une grande gravité économique. Donc, il y a des contre-pouvoirs, il y a des institutions, il y a des marges de manœuvre parfois assez importantes, mais à la fin, il y a des institutions qui veillent à l'intérêt économique, à l'intérêt du pays. Donc, de mon point de vue, ces institutions-là, elles feront un contrepoids, et puis des négociations vont s'opérer. Par contre, la perte de crédibilité, ça, oui, ça va donner des idées aux entreprises que dorénavant, doivent faire très attention et ne pas trop compter sur un seul fournisseur, par exemple. Et là, des pays qui sont très avancés dans le domaine de la microélectronique, comme l'Allemagne aussi, ou le Japon, ou la Corée du Sud, ils vont rentrer dans ce créneau-là. C'est pour ça que je pense que, de mon point de vue, les choses vont aller vers la négociation. Mais est-ce que cela montre encore que cela montre aux autres entreprises ou au public que, alors soudain, on se rend compte qu'il y a encore des caps à franchir si la Chine veut vraiment restructurer son économie vers une économie d'innovation et que les entreprises, s'ils veulent réussir leur montée en gamme, ils ont encore beaucoup d'efforts à faire parce que dans le cas de ZTE, c'est une entreprise apparemment très compétitive sur le marché, mais il peut être menacé d'une manière très brutale. Comme ça, cela va influencer sa survie même, selon le responsable de l'entreprise. En fait, la logique est un peu plus compliquée que cela. Parce que si la ZTE importe des produits intermédiaires des entreprises américaines, c'est parce qu'elle peut faire des produits à valeur ajoutée plus importante. En fait, la production des puces est technologiquement compliquée, mais elle n'est pas tellement difficile, non. Elle est compliquée, mais pas impossible. Non, pas impossible. Voilà. C'est pour ça que, en fait, ce n'est pas parce que les entreprises chinoises sont incapables de produire les puces. C'est parce que, en fait, où les puces américaines sont très bon marché. Et pour les entreprises chinoises, ce serait un peu plus difficile de produire autant de puces à un tel prix. Mais s'il y a un embargo, eh bien, la ZTE n'aura plus de choix que d'acheter des produits chinois, des puces chinoises. Et dans ce cas-là, il y a un effet de remplacement. Et si les entreprises chinoises peuvent fournir plus de puces, eh bien, ça leur permettra de réduire un peu le coût de production et de diminuer aussi le prix. Et j'ai vu que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré concernant toute une série d'affaires, elle a émis une phrase très intéressante et elle a dit en Chine nous pouvons voir des produits Apple partout et nous ne les considérons pas comme une menace. Mais aux États-Unis, si quelqu'un achète un portable Huawei, cela est considéré comme une grande menace à la sécurité nationale. Mais comment expliquez-vous cette logique? C'est la logique du dominant. C'est la logique du dominant qui estime qu'il lui est possible de faire certaines choses et qu'il est interdit que l'autre le fasse. C'est ça, la logique du dominant, c'est celle-là. Mais les implications économiques et technologiques sont complexes parce que si demain, si aujourd'hui tout le monde peut se permettre d'avoir un iPhone dans sa poche, c'est parce qu'il est fabriqué à Shenzhen. Donc
les implications économiques sur les autres, parce que nous on voit le téléphone, mais il faut voir tout ce qui vit du téléphone, tout ce qui est applicatif, tout ce qui est publicité, tout ce qui est rien que sur la musique, par exemple, Apple Store gagne des milliards de dollars par an, Amazon, eBay, donc toutes ces compagnies américaines qui vivent autour du smartphone, autour du téléphone portable. Et que ce téléphone soit de Huawei, de ZTE ou de Apple, Amazon gagne la même chose. Donc si on fait du tort à l'une des marques, quelque part ces implications économiques vont avoir des résultats négatifs un peu partout. Donc c'est comme une équation avec des milliers de paramètres dynamiques. Donc si vous touchez un paramètre ici, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Il faut absolument faire très attention. C'est pour cela que je pense que moi, ça débouchera sur des négociations de très haut niveau, et puis ça va se régler comme un peu le... Mais pensez-vous qu'il s'agit d'une instrumentalisation de la technologie? Ah ben ça c'est sûr. Ça c'est sûr. La technologie a toujours été instrumentalisée, hein, y compris par la Chine ancestrale. Dans le temps, la soie, il était interdit d'exporter le verre à soie. Technologie, oui. La technologie de la soie, ensuite la technologie du papier. Oui, c'est vrai. Marco Polo a pu voler les spaghettis, mais bon... Mais jusqu'au XVIIIe siècle, les Français, le roi français, Louis XIV, a envoyé des missionnaires en Chine pour essayer de voler la technologie de fabrication de papier. Ça s'est toujours passé comme ça, donc à la limite, on peut dire c'est de bonne guerre. Mais maintenant, il faut payer les royalties, peut-être des uns et des autres. Si on doit payer les royalties de la poudre à canon, là, il y aurait beaucoup à payer, là. Alors, quel est votre avis, M. Ding, sur cette... Cela montre que les Américains sont devenus de moins en moins confiants de leur technologie. Ils interdisent, en fait, sous prétexte de sécurité nationale, ils interdisent la vente des produits de Huawei au marché américain. Et les Chinois sont très ouverts. On n'interdit pas la vente des produits américains, Apple, iPhone, iPad, tous ces produits sur le marché chinois. J'ai eu une discussion avec les dirigeants de Huawei, etc. Ils m'ont dit que tant pis s'ils nous interdisent le marché, eh bien, on va continuer à développer notre technologie. Déjà sur le portable, le Huawei, dans beaucoup de domaines, le Huawei dépasse les fonctions d'un iPhone. Donc, le caméra est meilleur, il y a beaucoup de fonctions qui sont meilleures que celles de iPhone. La caméra est allemande, elle est de l'ECA. C'est ça. Il y a toujours cette imbrication. Donc, du coup, les dirigeants de Huawei disent que finalement, tant pis pour les Américains, si un jour ils disent que les consommateurs américains n'ont pas le moyen d'avoir les instruments de télécommunication les plus sophistiqués du monde, tant pis pour eux. C'est à cause de leur gouvernement, c'est pas à cause du marché. Vous savez, M. Ding, il y a déjà eu un précédent dans ce domaine. Moi, je me rappelle, dans la fin des années 60, au début des années 70, c'était la montée du Japon sur le plan de la technologie et commençait à faire peur. Je connaissais pas les Américains à l'époque, mais je connaissais bien les Européens. Et les Européens à l'époque, ils disaient ça c'est de la camelote japonaise. C'est comme ça qu'on disait. C'est vrai. C'est de la camelote japonaise. Et puis les choses ont évolué, et puis maintenant c'est un standard de qualité japonais. Donc aujourd'hui, moi je pense que les États-Unis et même l'Europe, voyant un peu l'amélioration de la qualité des produits chinois, parce qu'il y a quelques années, on disait ça c'est chinois. C'est-à-dire c'est pas un bon produit. C'est pas un bon produit. Aujourd'hui, on est en train de voir la qualité qui monte en niveau. Donc c'est ce qui fait un peu peur. Mais comme on a déjà eu l'exemple du Japon, je crois que l'exemple de la Chine va se terminer de la même manière. C'est-à-dire
l'imbrication des intérêts des uns et des autres. Les Américains vont avoir des intérêts à ce que les produits chinois soient bons. Et donc, à la fin, c'est un peu comme le système des écluses ou des vases communicants. Oui. Dès que vous mettez un peu trop d'eau ici, il y a une crise, et puis après, ça va se stabiliser. Parce que là, il n'y a pas vraiment de limite dans la technologie. C'est la mondialisation la plus totale. Et on ne peut pas l'empêcher, c'est impossible. On ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas arrêter la mondialisation de la technologie. Donc, l'exemple japonais d'il y a une quarantaine d'années est en train de se reproduire aujourd'hui en Chine. Avant, les États-Unis n'étaient pas inquiets, disaient bon, la qualité chinoise n'était pas bonne, donc elle ne nous fait pas de concurrence réelle. Mais aujourd'hui, comme M. Ding le dit, le téléphone Huawei n'a rien à envier à Apple, sauf sur le système d'exploitation, parce qu'il est encore américain, il est Android, c'est-à-dire de chez Google. Mais s'il y a des pressions, à force de faire de la pression, vous allez perdre tous les marchés après. Alors, vous êtes... Moi, je suis confiant. Oui. Vous êtes chargé dans le domaine, vous connaissez très bien le domaine de la technologie. Oui. Et quel est l'état de lieu de la situation de la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de technologie? Parce que vous avez aussi initié des projets de coopération avec la Chine pour la production. Oui. Alors, aujourd'hui, la Chine est probablement le premier partenaire commercial pour l'Afrique. Pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons historiques. L'Afrique était un continent totalement colonisé. Totalement colonisé, et la colonisation, comme chacun le sait, elle était là pour asservir les gens et prendre les richesses. Quand les indépendances sont venues, donc les pays, ces pays-là, il fallait qu'ils se retournent un peu vers des pays qui vont les aider à se développer. Et le modèle chinois, le modèle de développement chinois est plus adapté pour les pays anciennement colonisés. Pourquoi? Parce que la Chine était aussi un peu colonisée, hein, il faut le dire. Oui, oui. On disait qu'avant 1949, la Chine était un pays semi-colonial. Semi-colonisé, n'a jamais été colonial. On n'a jamais réussi à complètement coloniser, contrairement à l'Inde. Voilà. N'a jamais été un pays colonial, mais a été colonisé, au moins sur ses rives. Oui. Ces rives, Hong Kong, Macao, des concessions, du Guangdong, Shanghai, Qingdao, voilà, tout ça. Donc, il y a cette compatibilité entre le développement de la Chine qui est passé de 0 à ce qu'elle est aujourd'hui, et les pays africains également étaient à 0, et ils aspirent à se développer. Donc la Chine, c'est un peu le modèle du cultivateur-éleveur. Et non pas le modèle du chasseur-cueilleur. Il y a le chasseur-cueilleur, et si vous avez quelque chose, il vous le prend de force, et puis c'est fini. Tout ce qui est sous terre, il le prend. Alors la Chine, non, elle va cultiver, produire, et gagnant-gagnant. Donc le pays avec lequel elle travaille, elle va lui laisser quelque chose, et elle prend quelque chose. Donc il y a un système gagnant-gagnant. Donc sur le plan donc même de l'idéologie, c'est beaucoup plus compatible. Et là, en Algérie, je crois que la Chine est le principal fournisseur, je crois qu'elle est numéro 1, je ne connais pas les chiffres. Et puis les grands projets. En ce moment, il y a le plus grand port de Méditerranée qui est en cours de construction par des sociétés chinoises, avec une capacité formidable, donc qui va permettre à l'Algérie de devenir un hub aussi bien pour l'Algérie que pour toute la région subsaharienne, les pays qui sont enclavés, qui n'ont pas d'accès à la mer, grâce à l'autoroute. Donc à partir de ce port-là, qui sera celui de la Méditerranée, on peut aller jusqu'à Abuja, donc fournir jusqu'au Nigeria, par voie ferrée ou par route. Donc c'est un objectif. Et du coup, l'Algérie se retrouve dans le chemin de la route de la soie. Donc il y a beaucoup à espérer dans ce domaine de la coopération sud-sud. Moi, j'y crois beaucoup. Alors je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.